Le développement des cuirassés depuis l'aube de l'ère des cuirassés jusqu'au début de l'ère pré-tapis roulant n'est peut-être que de 35 ans environ, plus ou moins. Mais c'est une affaire incroyablement compliquée, bien trop complexe pour être couverte dans une seule vidéo. Alors à la place, au cours des prochains mois ou peut-être des années, nous allons devoir retracer le développement des navires de ligne et des navires blindés par nation, car les histoires de développement des cuirassés dans les marines britanniques, françaises, américaines, russes et italiennes et autres sont toutes assez différentes en termes de caractère, de rythme et de volume, avec des références occasionnelles évidemment dans n'importe quelle vidéo sur ce que faisaient les autres nations quand cela affecte la nation particulière dont nous parlons. Et même alors, il n'est possible en environ 1 heure que de couvrir brièvement une partie de cette histoire pour les plus grandes marines, donc pour beaucoup de ces grandes marines, il pourrait effectivement y avoir des vidéos en plusieurs parties, comme celle-ci le sera. Alors commençons par examiner la première décennie environ de la conception de navires blindés dans la marine royale, ce qui signifie bien sûr commencer par un navire français, non pas le Gloire, plus sur elle plus tard, mais le Napoléon, le premier navire de ligne conçu spécifiquement avec une hélice et une propulsion à vapeur. Les avantages offerts par la propulsion à vapeur en termes de lutte contre les tempêtes, d'entrée et de sortie du port à volonté, de maintien de la vitesse et de la direction en bataille quel que soit le vent, et toutes sortes d'autres choses, ont rendu ce développement presque aussi influent que celui du Dreadnought un demi-siècle plus tard. Cela a déclenché une petite course aux armements, les Britanniques répondant en convertissant de vieux navires de ligne existants à la vapeur, tout en planifiant leurs propres unités construites à cet effet. Les Français, bien sûr, faisaient de même. Et entre 1850 et 1858, les deux côtés ont construit ou converti 32 navires de ligne à vapeur chacun. D'énormes programmes de construction étaient en cours des deux côtés de la Manche, mais deux développements majeurs ont eu lieu qui ont réaligné la pensée française. La guerre de Crimée a montré les avantages de l'armure, au moins pour les batteries flottantes, qui étaient à portée rapprochée des canons de forteresses ennemies, et en 1856 et 1857, des tests de nouveaux canons rayés ont montré un degré de nouvelle puissance introduite dans le tir et l'obus qui, combiné à l'expérience de Crimée, a convaincu l'architecte naval français Dupuy-Dulhomme de proposer un nouveau type de navire. Pour être clair, une sorte de frégate bélier ou de batterie flottante avec un blindage avait déjà été proposée par de nombreux concepteurs dans de nombreux pays, mais Dulhomme et ses associés avaient une liste minimale d'exigences pour un navire de haute mer protégé contre les tirs de fer et d'acier que les derniers canons français pouvaient tirer, et cela représenterait donc un navire de ligne complet de type rouleau, ou ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un cuirassé. Le navire devrait avoir une vitesse d'au moins 13 nœuds, au moins 4 pouces de blindage en fer, ses sabords devraient être à au moins 7 pieds au-dessus de la ligne de flottaison, une poupe devrait être conçue pour protéger l'hélice contre les tirs et il aurait également besoin d'un gréement complet car les moteurs à vapeur à ce stade ne pouvaient être que des auxiliaires sur un navire qui allait faire autre chose que de rester près de la côte et du port. À ce moment de l'histoire, les Français tentaient à nouveau de fonctionner en tant que monarchie et Dulhomme a réussi à obtenir le plein soutien de Napoléon III. Il a ensuite pris la forme de base du navire de ligne Napoléon, là un peu allongé, puis a commencé à recouvrir ce navire en bois théorique de fer. Le navire serait entièrement recouvert de bout en bout par 2 ceintures d'armure, une épaisseur de 4,3 pouces sur le pont des canons et une épaisseur de 4,7 pouces sur le pont en dessous à la ligne de flottaison, plus un peu plus de 2 pieds de bois en support. Comme il s'est avéré, tout ce poids supplémentaire a abaissé les ports de canon à un peu plus de 6 pieds de la ligne de flottaison, et sans les caractéristiques semi-décoratives, semi-pratiques d'un navire de ligne complet, le nouveau navire Gloire avait une forme globale assez simple et avec un seul pont de canon, bien que lourd. Elle était techniquement une frégate selon les normes de l'époque. Néanmoins, 2 sœurs ont été commandées, l'Invincible et la Normandie, avec une quatrième, la couronne à coque de fer, mise en chantier selon un design légèrement différent, avec un système de protection un peu plus complexe, mais également commandée la même année 1858, mais en réalité alors mise en chantier un peu plus tard.
Cette commande mixte avait une raison simple. La France pouvait produire du fer et de l'acier de qualité raisonnable, mais elle ne pouvait tout simplement pas produire suffisamment de fer et d'acier de haute qualité pour fournir les cadres, les coques et l'armure de 4 navires de guerre en même temps. En plus de tout le reste, le fait d'avoir des coques en bois sur 3 des navires leur a permis d'être construits en même temps, pendant que l'industrie fournissait le fer, la coque, la charpente, etc. C'est développé. Et le Caron a fourni des leçons précieuses sur comment construire des navires à coque en fer. Ce manque de capacité globale dans l'industrie française les a également privés de cette avance précoce. Dulong, quant à lui, est parti concevoir les seuls cuirassés qui se qualifieraient techniquement comme navires de ligne selon l'ancien système de cotation, le Magenta et Solferino. Mais c'est une histoire pour la vidéo sur le cuirassé français. Passons maintenant aux Britanniques, qui étaient actifs. L'idée est présente dans certains livres d'histoire populaire selon laquelle Gloire a stupéfié la Royal Navy est donc facilement réfutable. Dès 1856, il y avait eu une multitude de propositions de cuirassés, y compris de personnes aussi éminentes que l'amiral Napier, qui se concentraient sur la prise de navires existants hors de la ligne, les réduisant à des navires à un seul pont et les recouvrant d'armure. Cependant, ces propositions avaient été rejetées car elles présentaient potentiellement trop de risques puisqu'elles retireraient un précieux navire de ligne de l'action juste au moment où l'équilibre anglo-français des forces en matière de navires à vapeur était le plus proche de l'égalité qu'il n'avait été en 3 à 4 décennies, et il n'y avait aucune garantie que ces idées seraient fructueuses. De plus, il fallait résoudre une matrice de décision sur les matériaux à utiliser pour l'armure. Devriez-vous utiliser du fer ou de l'acier, et si vous alliez utiliser du fer, les plaques devraient-elles être martelées ou devraient-elles être laminées? Et ainsi une série de tests ont été menés à l'arsenal de Woolwich à la fin de 1856 et au début de 1857. D'abord le matériau lui-même, cela s'est avéré être en fait une chose facile. Des plaques d'acier étaient disponibles, mais aucun fabricant ne pouvait fabriquer une plaque d'acier plus épaisse que quelques pouces. Et cela n'offrait pratiquement aucune résistance au canon de 68 livres à aucune des distances de combat probables, de Point Blanc jusqu'à environ 1000 yards. D'autre part, la plaque de fer était disponible à une épaisseur de 4 pouces, et les fabricants promettaient plus bientôt, et il semblait que la différence entre la plaque laminée et martelée était marginale au mieux à ce stade. Les tests ont cependant révélé que le tir en fer forgé était nettement meilleur pour pénétrer l'armure que le tir en fonte. Une fois ces tests terminés, une proposition pour une petite corvette blindée lente a été avancée en 1858, mais alors que de l'argent avait été mis de côté pour éventuellement construire ce navire, un nouveau type de métal avait été développé. Essentiellement un acier à très faible teneur en carbone, et de nouveaux projectiles et obus allongés avaient également été récemment développés. Et donc la question d'un navire blindé a été mise de côté pendant que ces nouvelles technologies étaient considérées pour leur valeur et leur intégration possible dans un navire de guerre en fer théorique. Puis plus tard, la même année, des nouvelles du programme de construction de cuirassés français sont arrivées, ce qui a causé une grande panique publique, mais a laissé les mains de l'amirauté liées, car les tergiversations politiques et certains amiraux plus âgés, en service et à la retraite, ont argumenté pour et contre diverses options. Vous pourriez passer entièrement au cuirassé, construire un mix de cuirassés et de navires à vapeur en bois, ou continuer avec les navires à vapeur en bois plus faciles et moins chers, en espérant que la tendance des cuirassés ne soit qu'une phase passagère. Face à cette impasse, le statu quo de construire plus de navires à vapeur en bois s'est poursuivi discrètement en arrière-plan. Il y avait aussi une autre question qui mijotait en arrière-plan. Les Américains avaient commencé un programme de 6 grandes frégates, dites-moi si cela vous semble familier, qui visait à aboutir à des navires dotés d'un armement lourd considérable et d'une grande vitesse sur un seul pont d'artillerie. Bien que la vitesse de Merrimack et de ses sœurs ne soit pas si impressionnante dans le grand schéma des frégates, leur puissance de feu était toujours très impressionnante et une série de réponses britanniques, Diadem, Doris, Ariadne, Galacia, Mersey et Orlando, ont réussi à réaliser à la fois la vitesse et une puissance de feu similaire. Bien qu'en théorie, elles ne portaient qu'un peu plus de 30 canons,
donc étant des frégates, leur utilisation principalement de canons de 10 pouces et de 68 livres signifiait que leur poids de bordée était à peine inférieur à celui de nombreux navires de premier rang qui portaient plus de 100 canons, car ces derniers navires avaient tendance à porter principalement des armes de 32 livres avec un éparpillement de canons plus grand, et ils étaient carrément plus puissants, pour des raisons similaires que certains navires de ligne à 2 ponts. Tout cela a culminé dans la seconde moitié de 1858. Napoléon III a été victime d'une tentative d'assassinat. Bien que le gouvernement britannique n'y soit pour rien, les conspirateurs s'étaient installés à Londres, parce que s'il y avait un endroit où les Français ne pouvaient pas aller, c'était Londres, et cela a attisé les tensions. Le personnel militaire français, sentant une prévarication de l'autre côté de la Manche, a renforcé les fortifications et la construction navale tout le long de la côte de la Manche et des rumeurs d'une compréhension croissante entre la Russie et la France, ce qui était un revirement compte tenu de la guerre récente. Tout cela a atteint un tel point que l'Amirauté a pu réprimander le gouvernement avec une déclaration célèbre du bureau du géomètre qui disait « Bien que j'ai souvent déclaré qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne, qui possède une si grande marine, d'adopter un changement important dans la construction des navires de guerre qui pourrait avoir pour effet de rendre nécessaire l'introduction d'une nouvelle classe de navires très coûteux jusqu'à ce que cette voie lui soit imposée par l'adoption par des puissances étrangères de navires redoutables d'un caractère nouveau nécessitant des navires similaires pour les affronter. Cela devient alors non seulement une question d'opportunité, mais de nécessité absolue. » Ce moment est arrivé. La France a maintenant commencé à construire des frégates de grande vitesse, avec leur côté protégé par des plaques de métal épaisses, et cela rend impératif pour ce pays de faire de même sans un instant de retard. Il y avait cependant encore un petit retard, comme la politique a toujours traîné, au point que même la famille royale a exprimé une forte opinion publique sur le caractère totalement terne des ministres du gouvernement. Cependant, en coulisses, les tests se multipliaient. De nouveaux tests d'armes avec le nouveau métal homogène, l'acier ultra faible en carbone mentionné précédemment, ont montré que l'armure en fer forgé était toujours supérieure à celle-ci ou aux aciers actuels, aux épaisseurs actuellement disponibles. Et d'autres tests ont montré qu'un support en bois offrait des résultats bien supérieurs en termes de protection que simplement avoir la plaque de fer en place seule. D'autres idées concernant l'utilisation de feuilles épaisses de caoutchouc soutenues par des balles de coton compressées ont également été essayées, tout comme le support en caoutchouc pour la plaque de fer au lieu du bois. L'idée ici étant que le caoutchouc scellerait alors tout trou fait dedans, mais aucune de ces solutions n'a fonctionné aussi bien que le fer soutenu par du bois. Mais tous ces tests ont contribué à des données assez précieuses. Des estimations ont été dûment établies pour une paire de frégates cuirassées en 1859. Bien que les membres moins progressistes du Conseil naval voulaient qu'ils soient construits de manière similaire à la gloire, des navires en bois avec une protection en fer, le secrétaire de la guerre, l'ingénieur Scott Russell et un contingent d'officiers de marine gérés par Alliance ont réussi à persuader de changer la spécification. Les premiers cuirassés de la Grande-Bretagne seraient à coque de fer ainsi qu'à cuirassés. Les spécifications initiales étaient de 4 pouces d'armure, 12 nœuds et demi, des canons à 9 pieds au-dessus de la ligne de flottaison, et contrairement à la gloire, l'armure serait concentrée autour des canons et des moteurs, avec des cloisons blindées fermant ceci, une citadelle, avec les extrémités laissées non protégées, mais fortement subdivisées contre les inondations. Un total de 16 designs ont été considérés, allant de 6 500 à un peu plus de 11 000 tonnes de déplacement, mais à la fin, le design du constructeur en chef Isaac Watts a été choisi avec un contrat attribué pour l'un des navires au chantier naval de Blackwall à un prix de 31 livres 10 shillings par tonne. Les papiers ont été signés en mai 1859. Avec un calendrier ambitieux, le navire devait être lancé en 11 mois et être prêt pour la mer 3 mois après cela, en été 1860. La politique a menacé de faire chavirer le bateau avant même son lancement. Ayant tout juste voté 250 000 de livres pour financer les 2 navires blindés, les ministres ont presque immédiatement commencé à chipoter sur les coûts et ont exigé que l'armure soit réduite pour économiser de l'argent. Heureusement, ces analphabètes technologiques faisaient partie d'un gouvernement éphémère qui est tombé quelques mois plus tard, et le nouveau gouvernement était quelque peu plus sain,
bien que la marine ait encore dû repousser quelques tentatives d'ingérence au cours des mois à venir. En octobre, le deuxième navire a été commandé au chantier naval de Napier à Glasgow au prix légèrement augmenté de 37,05 livres par tonne. Le premier navire serait nommé Guerrier et le deuxième navire serait nommé Prince Noir. Alors que les quilles étaient en cours de pause, d'autres tests étaient encore en cours, examinant les plaques laminées, les nouvelles plaques d'acier et les nouveaux canons à chargement par la culasse, qui se sont tous avérés uniformément décevants par rapport aux plaques de fer roulées ou martelées et aux bons vieux canons de 68 livres. Les formes des nouveaux navires empruntaient beaucoup, non pas aux navires de ligne comme Glare l'avait fait comme base, mais aux grandes frégates qui avaient été construites en réponse aux Américains. En effet, Warrior et Mersey peuvent être difficiles à distinguer lorsqu'ils sont vus de profil dans la plupart des représentations et des photos, à moins que l'un d'eux n'ait un schéma de peinture très distinctif. Comparés aux Gloires de juste en dessous de 6000 tonnes, les Warriors représentaient une avancée majeure, déplaçant juste au-dessus de 9000 tonnes, capables de juste au-dessus de 14 nœuds sous une seule forme de propulsion et atteignant ce qui était à l'époque un époustouflant 17,5 nœuds. Lorsqu'ils naviguaient à la fois à la voile et à la vapeur avec des vents favorables, les moteurs délivraient une figure immense pour leur époque de 5000 chevaux indiqués. Leur armure était composée de 4,5 pouces de fer de haute qualité soutenus par 18 pouces de bois. Le seul problème irritant étant l'insistance d'en haut sur l'utilisation des décevants canons à culasse de 110 livres, en plus de sa batterie prévue de 68 livres, ce qui a forcé certains de ces derniers à être positionnés en dehors de la citadelle. Au plus profond du navire, adjacent aux chaudières, se trouvait une forge pour fournir du fer fondu à la réserve de martenshell du navire, un dispositif incendiaire spécialisé qui, lorsqu'il était tiré, pulvériserait le dit fer fondu autour de la cible lorsqu'il explosait. Les tests montrant que l'effet de départ du feu était considérablement meilleur que les tirs chauffés, surtout lorsqu'il s'agissait de rallumer des feux qui avaient déjà été éteints. Moins on parle des effets possibles sur un équipage ennemi qui se fait asperger de plusieurs litres de métal en fusion, mieux c'est. Warrior a touché l'eau en premier, une longue liste de modifications mineures ayant retardé son entrée en service supposément accélérée, mais obtenant toujours sa commission avant couronne, faisant d'elle le premier navire de guerre blindé à coque en fer au monde à entrer en service. Au cours de la construction, la taille des sabords avait été réduite pour la sécurité contre les tirs entrants et parce que les nouveaux pivots de canon permettaient un plus grand débattement à travers une ouverture plus petite, et son armure avait été fabriquée avec des joints très coûteux en langue et en rainure, qui étaient conçus pour distribuer la force de l'impact sur l'ensemble du schéma d'armure. Mais les difficultés que cela imposait à la fois dans la fabrication et l'installation de l'armure, ainsi que les problèmes potentiels de remplacement de plaques individuelles, signifiaient que cela ne serait pas quelque chose à répéter dans les navires ultérieurs qui porteraient une armure simple à parois latérales qui était commune tout au long de l'âge de l'armure revêtue. Tant Warrior que sa sœur étaient fortement subdivisés à l'intérieur et à l'extérieur de la citadelle, le gouvernail se trouvait à l'extérieur, mais des sauvegardes du système principal de barres et des pièces de rechange étaient généreusement fournies au cas où quelque chose serait touché. En raison de sa nature expérimentale, la coque était quelque peu surdimensionnée. Pesant presque 5000 tonnes à elle seule, quelques années d'expérience dans la construction de navires à coque en fer ont montré que près de 1800 tonnes auraient pu être retirées de cette quantité et donner une coque de la même force de base pour soutenir les canons du navire, l'armure, la machinerie et les autres systèmes. D'un autre côté, les navires ont à peine échappé à une idée du capitaine Cooper Coles, inventeur du système de tourelle Coles, de monter une tour blindée de 25 pieds de haut avec un canon sur le dessus à l'arrière du navire. L'idée était de permettre un tir plongeant dans le pont d'un navire ennemi, contournant ainsi toute armure qu'il pourrait posséder. Heureusement, cela n'a pas été autorisé à se poursuivre, probablement par quelqu'un ayant une légèrement meilleure idée des principes de stabilité que Coles, qui bien sûr, une décennie plus tard, concevra le Her Majesty's Ship Captain incroyablement stable.
Un pont léger sur le pont supérieur était associé à un petit abri blindé de 4 pouces, le précurseur de la tour de contrôle, mais comme il ne contenait aucun équipement de direction ou de communication, il ne mérite pas tout à fait ce dernier titre. Avec des coques très rigides et des mâts partiellement ferrés, ainsi que des mâts en général plus épais, les longs navires minces pouvaient maintenir toute voile dehors dans des vents nettement plus forts que presque tous les autres navires, et l'ajout plus tard dans la décennie d'un pont de poupe ou d'un abri de base à l'arrière a rééquilibré les navires pour de meilleures qualités de navigation. Car lorsqu'ils étaient mis en service, ils avaient tendance à être un peu lourds à l'avant grâce aux fines lignes de la proue. Des quilles de roulis les stabilisaient comme plateforme de tir et des cheminées télescopiques pouvaient être repliées sous voile, bien que leur extension en 1861 donnerait un peu plus de vitesse au navire. Des deux, Warrior était le navire généralement plus rapide et meilleur par rapport à sa sœur, bien que ni l'un ni l'autre n'était particulièrement agile, un produit de leur rapport longueur-largeur de 6,5 à 1. En 1867, alors que les défauts du canon à culasse de 110 livres devenaient apparents et que de nouvelles armes entraient en service, il serait rééquipé d'un mélange de fusils à chargement par la bouche de 7 et 8 pouces et d'une multitude de nouvelles machines auxiliaires telles que des pompes à vapeur. Warrior a ainsi établi une nouvelle norme pour les cuirassés, supérieure à tous égards aux navires qui avaient été commencés avant elle. Elle s'est également avérée être meilleure que celles qui sont venues immédiatement après elle, alors que le Conseil de la Marine et les politiciens conspiraient pour contraindre le reste de la Marine à essayer de construire quelque chose d'aussi puissant, pour beaucoup moins d'argent. Cela a mené aux deux prochains cuirassés britanniques, Résistance et Défense. Avec un peu plus de 6000 tonnes, ils étaient beaucoup plus proches en taille et en spécification à la gloire, capables de juste plus de 11 nœuds. Ils avaient toujours la même épaisseur d'armure que les guerriers, mais transportaient beaucoup moins de canons, 22 et 18 respectivement sur chaque navire. Leur seule véritable caractéristique notable était l'introduction de l'étrave en forme de bélier, une caractéristique générale des cuirassés à partir de ce moment, alors que leurs prédécesseurs avaient une étrave beaucoup plus typique de l'âge de la voile, en surplomb ou en genou. Comme le Warrior, ils avaient des hélices rétractables pour une meilleure navigation. L'hélice du Black Prince était fixe, mais une fois qu'ils avaient été terminés, il s'est avéré que leurs canons n'étaient qu'à un peu plus de 6 pieds de la ligne de flottaison. Ces derniers ont été suivis par deux navires légèrement meilleurs, Hector et Valiant, bien qu'il convienne de noter que tous ces navires ont été mis sur cale avant que les cuirassés de quiconque aient réellement été mis en service. Ces derniers disposaient de légèrement plus de canons, 24, sur un peu plus de 6700 tonnes et étaient un peu plus rapides à un peu plus de 12 nœuds, mais sinon, comme leurs prédécesseurs immédiats, ils n'étaient vraiment aptes qu'à la défense du territoire ou aux opérations côtières à l'étranger, car ils roulaient assez mal en haute mer. Ils avaient également une disposition d'armure vraiment étrange, la citadelle en boîte de 4 pouces et demi juste au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison, puis une autre ceinture de 4 pouces et demi immédiatement au-dessus de celle-ci protégeant le pont des canons, mais s'étendant tout le long vers l'avant et l'arrière, s'amincissant jusqu'à 3 pouces et demi, puis 2 pouces et demi à l'extrême proue et poupe, bien que la proue et la poupe de la ligne de flottaison aient été laissées sans protection. Cette disposition bizarre n'a heureusement pas été répétée. Les 4 plus petits navires ont tous été mis en service entre 1861 et 1864, à l'exception du Valiant, dont le chantier naval n'avait jamais réellement construit de navire de guerre avant cela et qui a été mis en administration en cours de route, ce qui signifie qu'il n'a été mis en service qu'en 1868. Heureusement, la raison a pu prévaloir après cette courte interlude, et en août 1861 a vu la pose du Her Majesty's Ship Achilles, le premier véritable successeur du Warrior et du Black Prince. Avec un peu moins de 10 000 tonnes, elle était un peu plus lourde, elle portait toute sa batterie principale dans la citadelle blindée standard de 4,5 pouces et était capable de plus de 14 nœuds sous vapeur. Bien que la disposition de base était similaire au Warrior, d'importantes modifications ont été apportées. La proue et la poupe étaient de plus simples et plus droites, reflétant le nouveau format de cuirassé par opposition au guerrier qui rappelait l'ère des navires en bois. Et en plus de la citadelle, elle portait une ceinture de 2 pouces et demi à la ligne de flottaison au-delà de cela à chaque extrémité du navire.
Cela offrirait peu de résistance aux tirs, mais cela résisterait aux obus explosifs qui pourraient autrement faire des trous gênants dans la proue et la poupe. En particulier, la poupe était soigneusement courbée de manière à dévier le feu de rafale qui pourrait autrement briser le haut du montant de gouvernail. Elle représentait également le premier cuirassé à être construit dans les docks royaux, dans ce cas à Chatham, et a été posé lorsque Warrior était encore à quelques semaines de la mise en service, d'où l'armure de ceinture uniforme de tous les cuirassés britanniques, jusqu'à présent étant de 4 pouces et demi. D'autres choses étaient beaucoup moins uniformes. Pendant la construction, elle est passée d'un navire de 36 canons à un navire de 44 canons, puis à un navire de 50 canons, puis est revenue à 30 canons et est ensuite descendue à 26, alors que la crise entourant l'échec des premiers canons à culasse envoyait la Royal Navy à la recherche de nouveaux canons à monter en plus des canons de 68 livres. Comme tous les cuirassés de la Royal Navy de l'époque, elle serait réarmée dans la dernière partie des années 1860 avec un mélange de fusils à chargement par la bouche de 7 et 8 pouces qui ont également introduit des affûts de canons en fer, car tous les canons, jusqu'à présent, avaient été montés sur des affûts en bois de style nelsonien, qui ne serait pas inconnu à quelqu'un combattant à la bataille de Trafalgar. Achilles a également commencé sa vie en tant que navire à 4 mâts. Bien que moins d'un an après son achèvement en 1864, le 4e mât et le beaupré aient été retirés. Cela s'est avéré être un pas de trop, et le beaupré a été remis en place, et l'ancien 2e mât, qui était maintenant le 4e mât, a été déplacé vers l'avant quelque part en 1866, après quoi tout le monde a décidé qu'elle naviguait assez bien pour l'instant. Avec ses canons bien au-dessus de 9 pieds au-dessus de la ligne de flottaison et une forme de coque très stable, elle s'est avérée être un excellent navire d'artillerie plus tard en 1861 avec des cuirassés encore plus récents, aux capacités encore plus grandes. Serait posé, mais c'est un bon moment pour parler de l'autre moitié du programme des premiers cuirassés. Les cuirassés en bois convertis composent une grande partie du programme de construction navale en bois de la fin des années 1850. Ne verront jamais le service, soit démantelés sur les stocks, lancés directement dans l'obsolescence et destinés à errer principalement autour des ports aléatoires, soit pris en main comme un moyen expédient d'augmenter le nombre de cuirassés, tout comme les anciens navires de ligne à voile avaient été convertis en navires à vapeur, plus tôt dans la décennie. En plus d'espérer assurer une accumulation plus rapide de cuirassés qu'en utilisant simplement une nouvelle construction. Étant donné que les coques des navires étaient soit entièrement, soit partiellement achevées, elles avaient déjà été largement payées et on pensait donc que c'était également moins cher. Nous examinerons les 8 navires ainsi sélectionnés en 3 étapes, car ils ont fini par avoir une variété de formes et ont été achevés tout au long de la décennie. Mais la première étape concernait les navires à 2 ponts, Royal Oak, Prince Consort, Caledonia et Ocean. Royal Oak figurait en tête de cette liste. Elle a été réduite d'un pont, mais on ne pouvait pas lui donner une citadelle, car on estimait que sa coque en bois était trop flexible. De plus, elle avait déjà été percée sur toute sa longueur pour des canons. Ainsi, le pont d'artillerie restant a reçu une plaque d'armure de 4,5 pouces de bout en bout, avec une ceinture de flottaison de même épaisseur au milieu des navires, qui tendait à descendre à une simple coque résistant à 2,5 à 3 pouces aux extrémités. Cette protection d'armure tout autour a également été mise en place en tenant compte du fait qu'en tant que navire en bois portant une armure, elle serait beaucoup plus vulnérable au feu que les véritables cuirassés à coque en fer. Portant 35 canons et capable d'atteindre environ 12,5 nœuds, elle était largement comparable sur le papier au type de défense et Hector. En effet, elle déplaçait un peu plus de 6000 tonnes, compte tenu de son armure. Le navire avait été allongé sur la cale sèche pour accueillir les canons plus lourds et l'occasion avait également été saisie pour remodeler la proue et la poupe à la forme plus verticale des cuirassés. Prince Consort, Caledonia et Ocean finiraient par déplacer légèrement plus, un peu moins de 7000 tonnes donnant 2 pieds de tirant d'eau supplémentaires. Cela était principalement dû à une tentative d'augmenter leur vitesse en installant une machinerie plus puissante. Mais comme cette machinerie était également considérablement plus lourde, l'effet global n'était aucun changement effectif car toute la puissance supplémentaire était pratiquement utilisée pour porter tout le poids supplémentaire et la coque,
qui étaient donc soumises à beaucoup plus de stress, s'affaissaient et se détérioraient plus rapidement sur ces navires que sur leurs demi-sœurs. Néanmoins, grâce à leurs origines de navires de ligne, ils portaient une bordée presque aussi puissante que celle du guerrier sur environ 2500 tonnes de déplacement en moins, ce qui signifiait que pendant la décennie ou plus qu'ils étaient censés durer, ils devraient être suffisamment utiles, au moins équivalent à la Gloire et ses sœurs, et, plus tard, assez bien adaptés aux stations étrangères où aucun challenger sérieux, même pour un cuirassé converti, ne pourrait être attendu pendant un certain temps. Il marquait également le début de la tour de contrôle dans sa véritable forme, qui, à la manière britannique, a été largement ignorée, bien que dans ce cas plus parce que la fumée et le tonnerre des canons principaux du navire lui-même rendaient l'expérience de se tenir à l'intérieur de l'un d'eux pendant l'action. Quelque chose d'une maison à mi-chemin entre être à l'intérieur d'une cloche de cathédrale pendant qu'elle était sonnée et une cabane de fumage de harengs, avec leur coque conçue pour les poids et les équilibres de la vie de navire en bois. Ils roulaient assez mal dans les océans ouverts, mais en même temps se sont avérés remarquablement difficiles à renverser réellement. Vous seriez en sécurité même dans les pires tempêtes. Vous n'apprécieriez simplement pas l'expérience. Le travail sur ces navires a commencé en 1860 et ils ont pris en moyenne 3 à 4 ans pour être achevés en raison des modifications qui devaient être apportées aux parties déjà terminées des coques. Pourtant, nous ne sommes qu'en 1861 avec Warrior qui subit à peine ses essais, mais encore plus de cuirassés étaient en cours de construction. Le prochain duo était Minotaur et Agincourt. Ces derniers représentaient l'étape suivante des principes généraux établis par le guerrier à un peu plus de 10 500 tonnes. Ils étaient plus lourds, plus longs et plus lourdement armés, se terminant avec des fusils à chargement par la bouche comme leur batterie principale dès le départ. Ils portaient 5 mâts, et la machinerie leur permettait d'atteindre presque 15 nœuds juste à la vapeur. Et pendant près d'une décennie, ils resteraient les plus grands navires de guerre construits n'importe où sur la planète. Ils ont également vu une augmentation de l'armure, à la fois en termes d'étendue et d'épaisseur. Comme certains des navires convertis beaucoup plus petits, leur protection s'étendait sur toute la longueur du navire, mais tandis qu'elle était portée aux extrémités par les désormais familiers 4 pouces et demi de plaque, la section médiane qui couvrait la batterie principale et la machinerie était épaisse de 5 pouces et demi. Bien que lancés relativement rapidement, ils ont mis du temps à entrer en service, leur batterie principale de fusils à chargement par la bouche reflétant les dates de service dans la seconde moitié des années 1860. Cela était en partie dû à l'intention de leur donner 50 canons à chargement par la culasse, mais l'échec de cette arme signifiait qu'un temps considérable était consacré à l'expérimentation de nouveaux canons avant la commission formelle, bien que les navires soient prêts pour l'action à presque tous les autres égards bien avant le milieu des années 1850, si le besoin s'était fait sentir, ils auraient simplement reçu les canons disponibles. Comme avec d'autres navires de la période, ils seraient réarmés plusieurs fois. En 1875, une révision à une batterie uniforme de fusils à chargement par la bouche de 9 pouces comprenait l'un des premiers directeurs de tir qui était capable de permettre à un seul homme de tirer toute la bordée électriquement, ainsi qu'une autre première dans la Royal Navy, le projecteur électrique. Ces deux-là avaient aussi une demi-sœur, Northumberland, qui était censée être une sœur à part entière, mais un changement de constructeur en chef de Watts à Reed signifiait qu'un certain nombre de modifications ont été apportées. Au lieu de principalement des canons de 7 pouces, avec quelques canons de 9 pouces, le Northumberland a reçu principalement des fusils à chargement par la bouche de 8 pouces, avec également 4 canons de 9 pouces installés, 2 par côté au milieu des ponts d'armes. Cette augmentation du poids de l'armement s'est faite au détriment de la réduction de la zone blindée. La ceinture de pleine longueur a été conservée à la ligne de flottaison, mais au niveau du pont des canons, elle a été réduite à la seule batterie principale, nécessitant la réapparition des cloisons de la citadelle d'une épaisseur de 5 pouces et demi. Comme la ceinture principale plus tard dans la vie. Parmi d'autres canons plus lourds, elle serait également équipée de 4 lance-torpilles. Bien que la courte portée et la nature errante des premières torpilles rendent cette installation douteusement utile. Elle portait aussi une tour de contrôle d'une utilité légèrement supérieure aux précédentes. Alors que nous sommes à l'aube d'une autre avancée technologique majeure, il vaut la peine de faire une pause à ce stade pour parler de pourquoi il y avait un mélange de mousquets à boulets lisses et de fusils à chargement par la culasse rayée dans ces premiers navires et pourquoi cela a été uniformément remplacé dans la dernière partie des années 1860 avec des fusils à chargement par la bouche,
et pourquoi la Royal Navy a continué avec des fusils à chargement par la bouche, longtemps après que la plupart des nations aient commencé à déployer des fusils à chargement par la culasse. Le remplacement des canons était en partie simplement parce que, comme l'armure et les canons devenaient respectivement plus épais et plus grands, plus de puissance de feu était nécessaire, mais le type de canon avait beaucoup à voir avec les problèmes rencontrés avec le chargeur à culasse Armstrong, qui avait montré tant de promesses dans les années 1850. Premièrement, lors des tests, malgré son poids de tir bien plus important, le canon de 110 livres s'est avéré moins capable de pénétrer l'armure que le canon de 68 livres. Malgré ce qui était indiqué sur le papier, bien que ce dernier, le canon de 68 livres, était bien plus capable que la moyenne des canons de sa taille de l'époque. C'était une arme véritablement efficace. De plus, le processus de fabrication des nouveaux canons à chargement par la culasse était peu fiable, la plupart étant livrés avec des défauts apparents et parfois des fissures, ce qui rendait les officiers d'artillerie très nerveux. Un bloc de culasse défectueux a aussi causé des fuites de gaz nuisant à la précision et à la puissance. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été un bombardement en 1863 mené par l'escadron des Indes orientales et de Chine sur les fortifications et les navires du clan Satsuma à Kagoshima, au Japon, après le meurtre d'un marchand britannique et le refus subséquent du clan Satsuma de faire quoi que ce soit à ce sujet. 5 navires de l'escadron étaient équipés de canons à culasse Armstrong, et sur les 21 de ces canons qui ont tiré 365 coups, il y a eu pas moins de 28 accidents distincts causés par des défaillances des canons, soit environ une défaillance tous les 13 tirs. De plus, la plupart des obus qui ont été tirés avec succès étaient écrits comme allant n'importe où, sauf en ligne droite, et jusqu'à 600 yards à gauche, et les obus eux-mêmes échouaient souvent à exploser lorsqu'ils finissaient par toucher quelque chose, ce qui était probablement tout aussi bien, puisque ce qu'ils touchaient le plus souvent n'était que rarement la cible réelle sur laquelle ils avaient été visés. Quelques semaines après avoir reçu le rapport d'action, des canons de 110 livres étaient retirés des navires de la Royal Navy, ce qui posait un dilemme. Fallait-il développer de nouveaux canons à culasse rayée? Devrait-on revenir aux canons à boulettes lisses? Et les nouveaux canons devraient-ils être à chargement par la culasse ou par la bouche, qu'ils soient lisses ou rayés? Un facteur à court terme était que, bien que les tests des années 1850 aient montré que l'armure du Warrior résistait à un canon de 68 livres avec une charge de poudre et un tir en fer, de nouveaux tests utilisant des charges de coton-poudre et des tirs en acier avaient réussi à traverser un arrangement d'armure de type Warrior. Il semblait donc impliquer qu'en utilisant cette nouvelle combinaison de tir et de charge, le canon existant de 68 livres continuerait à fonctionner, du moins à court terme. Cela a été encore renforcé par la nouvelle que les navires américains utilisaient une armure laminée, la nature de celle-ci compromettant les épaisseurs impressionnantes que certains d'entre eux atteignaient, au point que des tests comparatifs indiquaient que, par exemple, un canon dont le tir était arrêté par 4 pouces de plaque de fer solide pouvait facilement faire passer le même tir à travers 6 pouces d'armure laminée. Il y a eu également l'acquisition de certaines armures françaises, car la classe Flandre, en construction au milieu des années 1860, avait 6 pouces d'armure, ce qui semblait être assez impressionnant et inquiétant. Mais ensuite, les tests ont montré que la qualité de fabrication de l'armure en fer française était beaucoup plus mauvaise. L'armure des guerriers nécessitait 33 tonnes-pieds d'énergie par pouce de circonférence de tir, pour pénétrer quelque peu archaïque, mais c'est ainsi qu'ils mesuraient les choses à l'époque, tandis que le fer français n'avait eu besoin que 16 tonnes-pieds, ce qui signifiait que pour la même combinaison de canons et de tirs, le Flandra pouvait être efficacement considéré comme portant seulement un peu plus de 3 pouces d'armure si la pénétration du canon avait été évaluée contre une plaque britannique. Cependant, sans une organisation centrale réglant les questions d'armement, la Royal Navy était vulnérable à un certain degré d'influence politique et de lobbying de l'industrie privée en ce qui concerne ses canons. Théoriquement, l'officier en charge de l'école d'artillerie Her Majesty's Ship Excellent avait les compétences et le personnel pour prendre ce genre de décision, mais en tant que simple capitaine, ses recommandations pouvaient être et étaient parfois ignorées par le bureau de guerre dont le personnel supposait parfois qu'il savait mieux pour une raison quelconque. Ceci était aggravé par divers fabricants produisant constamment de nouveaux types de canons qui étaient partout sur la grille de la guerre lisse.
versus canon rayé et chargeur par la culasse versus chargeur par la bouche. En théorie, les canons rayés offraient une plus grande précision de portée, bien que cela ait une valeur limitée. À une époque où les viseurs en fer et l'œil humain offraient les systèmes de contrôle de tir les plus avancés en mer, ainsi que la capacité d'utiliser des obus puissants en raison du fait que les canons rayés conservaient leur vitesse, ce qui aiderait également à la pénétration de l'armure à plus longue portée lors de l'engagement des navires. À ce stade, on parle de plusieurs centaines de mètres à peut-être un peu plus de 1000 mètres pour un équipage de canons particulièrement bon. En revanche, les canons à armes lisses offraient une simplicité, un rythme de tir plus rapide, moins de contraintes sur les canons et leur monture, et une vitesse plus élevée à la bouche du canon. En effet, à courte portée, le canon à armes lisses était supérieur. Cependant, au-delà de 500 mètres, les avantages du canon rayé devenaient plus évidents. De nombreux officiers pensaient que les canons rayés devraient être utilisés pour les chasseurs de proue et de poupe et les quelques canons dispersés sur le pont supérieur pour le tir à distance. Les canons à armes lisses seraient conservés pour le tir de bordée principale, utilisé de près une fois l'ennemi à portée. Mais il s'est avéré qu'à ce stade, personne dans le pays ne pouvait fabriquer un canon à chargement par la culasse sans défaut majeur. Alors qu'un certain nombre de systèmes de rayures se sont également avérés inutilisables, le système de Woolwich, bien qu'il contienne lui-même un certain nombre de défauts, utilisait une insertion de canon rayé relativement simple et un ensemble de goujons en cuivre ou en fer doux pour accorder les avantages des rayures au tir et à l'obus, quand cela fonctionnait sans empiéter trop sur la vitesse de rechargement. Et ainsi, le fusil à chargement par la bouche est devenu la norme pour les canons de la Royal Navy à la fin des années 1860. Ces premiers échecs des canons à chargement par la culasse au Royaume-Uni ont laissé la Royal Navy utiliser de tels canons bien après qu'ils aient atteint le point d'absurdité, mais c'est pour une vidéo ultérieure. Et donc retour au navire où nous arrivons au changement technologique mentionné précédemment, bien que cela ne serait pas dans les navires de haute mer, mais plutôt dans les navires qui étaient conçus pour être utilisés pour la défense côtière. Cela marquerait aussi l'adoption des premiers navires de guerre blindés conçus pour une marine étrangère intégrée à la Royal Navy. De ces 4 navires, seuls 2 d'entre eux étaient des navires jumeaux, et nous y viendrons dans une minute, mais d'abord nous examinerons les 5e et 6e navires du lot de conversion à coque en bois. Avec les données émergentes de la guerre civile américaine sur l'utilisation des moniteurs et le fait que les Français semblaient au moins presque capables de suivre ou peut-être même de dépasser les Britanniques en termes de cuirassés produits au début des années 1860, l'axiome selon lequel la meilleure défense est une flotte océanique de grande taille et de puissance restait techniquement vrai, mais seulement si vous aviez effectivement une telle flotte. La Royal Navy, en termes de cuirassés au début des années 1860, n'en avait pas. Et donc, certains navires de défense côtière, qui étaient normalement le domaine des marines, qui ne pouvaient pas garantir d'amener la flotte ennemie à la bataille et de les vaincre entièrement en haute mer, étaient recherchés. Le Prince Albert était l'un des 2 ponts qui avaient été prévus pour une conversion en cuirassé et a donc été sélectionné pour ce travail. Toutefois, étant un navire à 2 ponts, sa conversion en un navire à tourelle unique, comme le United States Ship Monitor, serait difficile. Au lieu de cela, la proposition du capitaine Cole en 1859 pour un cuirassé avec un franc-bord bas, une armure de bout en bout et de nombreuses petites tourelles portant le canon de 100 livres a été prise comme base pour la conversion. 7 pieds de franc-bord étaient nettement meilleurs que les quelques pouces de franc-bord du Monitor américain, et pour améliorer cela, un parapet en fer de 5 pieds de haut, monté sur des charnières, serait installé. Ces derniers couvriraient les canons, mais permettraient une bien meilleure tenue en mer par mauvais temps, car le franc-bord serait maintenant de 12 pieds, et les parapets seraient alors abaissés en action. Cependant, en raison de la priorité accordée aux navires de haute mer et du retrait soudain de tous les canons à culasse Armstrong, le navire a langui sur les stocks. La disposition de la tourelle a été révisée pour moins d'installations de canons plus grands, déclenchant un débat sur la taille de canon la plus pratique. Une tourelle pouvait supporter un canon beaucoup plus grand que celui manipulable dans un montage en largeur à la main, mais des chariots appropriés pour les gros canons étaient encore en développement. Finalement, le canon de 12 tonnes de 9 pouces, pesant 250 livres, a été accepté, et le navire a été équipé de 4 de ses armes dans 4 tourelles simples, 2 à l'avant et 2 à l'arrière.
toutes au même niveau de pont, avec un pont volant sur les deux premières et un gréement léger à deux mâts pour se promener le long de la côte, bien qu'en théorie, elle était suffisamment en état de naviguer pour se déployer sur la côte de quelqu'un d'autre si nécessaire. L'armure standard était de 12,7 cm, avec des extrémités plus fines, tandis que les tourelles avaient une épaisseur maximale de 25,4 cm à la face. Déplaçant un peu moins de 4000 tonnes, avec une vitesse de juste au-dessus de 11 nœuds, elle était considérée comme acceptable pour son rôle limité. Malgré cela, elle est restée en service actif pendant 3 décennies ou plus, un temps étonnamment long pour un navire de cette période, en grande partie grâce à son nom, qui plaisait à la reine Victoria car, bien sûr, il portait le nom de son défunt mari, et cela a assuré la survie du prince Albert, bien au-delà du point où elle était principalement une pièce décorative plutôt qu'un quelconque sérieux dissuasif. L'autre conversion était le Royal Sovereign, qui serait en fait achevé avant le prince Albert et était unique parmi les conversions en étant basé sur un navire de premier rang à 3 ponts plutôt que sur un 2 ponts. Étant un navire quelque peu plus grand pour commencer, son déplacement final après réduction serait quelque peu plus grand, à un peu plus de 5000 tonnes, mais toujours pas proche des petits cuirassés océaniques. Bien que la vitesse soit similaire, le plus grand volume du navire permettait une armure plus épaisse, de 5,5 pouces sur la ceinture principale, une cheminée absurdement haute et l'installation de 4 tourelles, mais avec 3 après la cheminée et une à l'avant. Cette tourelle avant était plus grande que les autres et portait une paire de canons de 300 livres de 10,5 pouces, les 3 autres tourelles étant toutes des tourelles simples portant le même canon. L'armure pour les tourelles était comme le prince Albert, 10 pouces d'épaisseur sur la face et 5 pouces et demi ailleurs, et comme l'autre navire, il avait été prévu de porter des paires de canons Armstrong de 110 livres avant l'échec de cette arme, et l'augmentation des tailles d'autres canons avait conduit au changement, bien qu'ils soient remplacés par des armes de 9 pouces de puissance quelque peu supérieures à la fin des années 1860. Ce passage de 131 canons à 5 a été assez précipité, et la coque a été renforcée avec des bandes de fer pour compenser le grand poids des canons, de l'armure et des tourelles. Un pont volant et un pont ouragan reliaient toutes les tourelles au-dessus du pont supérieur, et comme c'était le premier navire à tourelles achevé, et que personne n'avait testé une telle protection auparavant, le Her Majesty's Ship Bellerophon, un cuirassé que nous rencontrerons un peu plus tard, a été appelé en 1866 pour simplement tirer sur la tourelle arrière du navire avec son canon de 9 pouces à bout portant. Cela a prouvé l'efficacité de la tourelle dans la défense de l'équipage à l'intérieur, étant resté opérationnel et inviolé. Cependant, par souci de sécurité, ils ont laissé l'équipage évacuer avant de tirer activement sur eux. L'apparition du Royal Oak et du Prince Alfred déclencherait un débat significatif entre les partisans de la construction de navires à tourelles à coque de fer avec moins de canons plus gros et les partisans d'une série plus conventionnelle de cuirassés avec des batteries de bordée plus nombreuses. Il y avait aussi quelques débats internes entre les factions, comme des débats sur les tourelles à 2 canons contre les tourelles à un seul canon. L'argument principal étant que les tourelles à 2 canons étaient beaucoup plus efficaces que les tourelles à un seul canon, car elles doublaient la puissance de feu pour une augmentation fractionnaire de la taille et du déplacement, et il y avait aussi le fait que sur un navire de haute mer, en raison des limitations de la vapeur, un gréement complet de voile était toujours nécessaire. Les tourelles rivaliseraient avec les mâts en termes d'espace de pont, et les mâts seraient soit soufflés par le feu de la tourelle, soit le feu de la tourelle serait obscurci par les mâts en action, ce qui n'était pas un problème sur les navires à batterie de bordée. Des solutions à certains de ces problèmes ont conduit à la commande de navires de haute mer armés de tourelles en 1866, une simple demi-décennie après que Warwick ait été mis en service. Mais croyez-le ou non, il y avait encore beaucoup plus de cuirassés entre là où nous en sommes maintenant et ce point. 2 autres cuirassés à tourelles britanniques entreraient en service vers cette période grâce à la guerre civile américaine. Un certain capitaine James Cinq-Cents Bullock, agent naval confédéré, a commandé 2 béliers cuirassés à double tourelle à Laird Shipyard pour 93 750 chacun, ostensiblement comme une entreprise privée sous son nom personnel. Cela faisait partie d'un programme beaucoup plus vaste,
visant à construire une flotte blindée pour la marine des États confédérés selon les derniers designs et la dernière technologie en Europe, qui descendrait ensuite sur les flottes de l'Union, briserait leur blocus, puis imposerait le leur sur les États du Nord. Alors que l'opinion publique se retournait contre les États confédérés d'Amérique, on a dit à Bullock que le gouvernement britannique ne leur permettrait pas de prendre la mer s'ils étaient la propriété d'une nation en guerre. Bullock a alors conclu un accord pour que les navires soient achetés au nom du Khedive d'Égypte, qui était connu pour chercher des cuirassés pour sa propre flotte. Et donc, comme le voulait une histoire de couverture, c'était relativement plausible. Mais l'accord qu'il a ensuite conclu avec le Khedive pour les transférer à des agents de la Conseil supérieur de l'audiovisuel, une fois qu'ils étaient hors des eaux britanniques, est également devenu connu du gouvernement britannique, et les navires ont été saisis dans un mouvement de légalité discutable, mais de pragmatisme plus clair. Pour éviter de longs litiges, le gouvernement a ensuite payé à Laird 133% du prix de construction pour simplement les acheter dans la Royal Navy. En raison de leurs origines, les navires ont mélangé certaines pratiques britanniques standards avec d'autres caractéristiques plus adaptées aux régions côtières de la guerre civile américaine. Ils avaient un tirant d'eau relativement faible et étaient assez petits à 2750 tonnes. Avec l'armure britannique standard de 4,5 pouces du début des années 1860 et le milieu du navire se rétrécissant à chaque extrémité. Les tourelles portaient l'armure frontale régulière de 10 pouces et étaient armées de 4 fusils à chargement par la bouche de 9 pouces, 2 par tourelle, ainsi qu'un gréement suffisant pour leur permettre d'être transportés à travers les océans si nécessaire. La vitesse sous propulsion était relativement lente à 11,5 nœuds, mais l'un des éléments les plus intéressants était une proue et une poupe entièrement construites pour la tenue en mer, qui, combinées avec des parois latérales largables comme sur le Prince Albert au milieu du navire, ce qui donnait une apparence étrange lorsqu'ils étaient dégagés pour l'action d'un navire qui avait eu un gros morceau enlevé du milieu. Nommés Scorpion et Wyvern dans le service britannique, ils étaient, malgré leur petite taille, supérieurs au Prince Albert, leur coque en fer permettant la subdivision et leur vis à 3 pales, une autre première, permettant une surprenante gamme d'action pour un si petit navire, quelque chose que leur franc-bord plus élevé a pu exploiter. Capable de naviguer en haute mer, le Wyvern se distinguait par ses mâts sur trépied et un gréement proportionnellement moins important par rapport à sa sœur, bien que les navires aient tendance à considérer les indications du gouvernail plus comme une suggestion et une ligne directrice qu'un véritable ordre de changer de direction. Leur bonne tenue en mer leur a cependant permis d'être déployés outre-mer pour la défense portuaire. Bermude pour le Scorpion et Hong Kong pour le Wyvern, où un Wyvern, quelque peu confus, se retrouvait encore comme un navire de distillation qui aurait pu être rappelé pour combattre une possible incursion du Sénère Majesté Chief Emden lors de la Première Guerre mondiale, avant d'être finalement démantelé à peu près en même temps que la plupart des dreadnoughts de la Royal Navy de la Première Guerre mondiale. Il y a également eu une brève période au début des années 1860 où il semblait que tous les navires auraient besoin d'armure pour espérer survivre, ce qui a conduit à une vague de navires blindés plus petits, de corvettes et de sloops qui méritent d'être mentionnés. Cette tendance a rapidement disparu, mais elle a fourni des données intéressantes et les origines d'un autre type de disposition de cuirassés. Examinons cela de plus près. Tout d'abord, nous avons le Her Majesty's Ship Research de 1743 tonnes, un sloop initialement nommé Train et renommé de manière appropriée pour son nouveau rôle. Comme certains des plus grands navires, elle était une conversion d'un navire en bois, mais largement modifié avec une proue bélier et dotée de 4 12,7 cm d'armure, le minimum nécessaire pour être utile. Mais cela posait maintenant un problème. Le fait que le navire soit petit signifiait que passer des 17 canons légers d'origine à seulement 4 armes plus grandes priverait le navire de tout sauf d'un petit bordé. L'armure protégeait la ligne de flottaison, mais ne pouvait pas être portée le long du pont des canons sur une grande longueur sans compromettre le franc-bord ou même la flottabilité, et donc une petite boîte blindée a été construite qui dépassait du côté du navire. Cela a permis d'installer des sabords de tir orientés vers l'avant et l'arrière, ce qui a à son tour permis aux canons d'être pivotés pour tirer dans ces directions.
Cela devait être le début du concept de batterie centrale qui trouverait plus tard une utilisation sur des navires océaniques plus grands, bien que dans cette première incarnation, il y avait quelques angles morts assez grands entre les arcs de feu perpendiculaires et parallèles. Capable seulement de 6 nœuds à la voile et de 10 nœuds à la vapeur, elle n'allait remporter aucune course, bien qu'en combinant les deux, elle pouvait atteindre environ 11 nœuds et demi. Sa tenue en mer était toujours assez terrible, à tel point qu'elle devait être confinée au port pendant les hivers. Bien que cela ait largement réfuté l'idée du cuirassé léger, d'autres navires avaient déjà été commencés dans les 3 années entre le début des travaux de recherche et sa mise en service, ce qui signifiait que le Her Majesty's Ship Enterprise, encore plus petit, de 1350 tonnes, était le suivant. Elle a été pionnière d'une autre caractéristique qui deviendrait assez courante dans les navires plus petits, la coque composite dite, où une structure de coque globale en bois était combinée avec des superstructures en fer pour compenser les problèmes d'encrassement. Puisque la solution traditionnelle à l'encrassement, l'ajout de plaques de cuivre, avait malheureusement tendance à créer un circuit galvanique avec les plaques de fer et à corroder à la fois le revêtement et la coque, en peu de temps lorsqu'immergés dans l'eau de mer. Pour les navires en service domestique ou lors de voyages longs spécifiques, l'encrassement pouvait être traité par des visites régulières au port. Pour les petits navires qui pourraient passer des années en station, la forme de coque composite offrait le meilleur équilibre jusqu'à ce que la peinture anti-encrassement puisse être développée, car vous pouviez recouvrir de cuivre la coque en bois inférieur et la structure en fer. Le blindage en fer et le blindage en fer étaient tous, du moins à moins que vous ne soyez dans une tempête majeure, au-dessus de la ligne de flottaison, et donc non affectée par le circuit galvanique. Comme pour la recherche, elle utilisait une boîte blindée et une batterie centrale, mais comme elle était plus petite, cela devait être au même niveau que le reste de la coque. Le tir avant et arrière fourni en reculant la coque au lieu de projeter la boîte blindée vers l'avant, avec une paire de panneaux de pavois sur charnière qui étaient capables de se replier pour ouvrir les ports de tir. La disposition de l'armure était similaire, mais plus superficielle en raison de sa taille réduite, bien que les canons étaient en réalité plus hauts au-dessus de la ligne de flottaison que sur la recherche. Elle ne pouvait pas tout à fait atteindre 10 nœuds et portait d'abord des canons légèrement plus petits jusqu'au réarmement de la fin des années 1860, qui a remplacé les chargeurs de culasse Armstrong par des fusils à chargement par la bouche de 7 pouces. Elle était globalement un meilleur bateau de mer que Research, mais manquait de puissance pour faire beaucoup de chemin si elle rencontrait un temps particulièrement mauvais. Ensuite, il y avait Favorite, une corvette de 22 canons plus grande qui finirait par peser un peu plus de 3000 tonnes. Avec une armure de 4,12,7 cm et une batterie centrale, elle était un peu plus rapide à un peu moins de 12 nœuds, et avait 2 fois plus de canons, lui permettant de tirer dans toutes les directions simultanément. 2 canons par côté étaient des armes de bordée dédiées, et un chasseur de poupe lié fut ajouté à la fin des années 1870 avec les mêmes parois mobiles que l'Enterprise, permettant le tir de la batterie centrale à l'avant et à l'arrière. Bien qu'un peu donnée à Rowling, sa taille et sa puissance légèrement supérieure signifiaient qu'elle pouvait au moins naviguer sur les mers par tous les temps. Enfin sont arrivés Lord Clyde et Lord Warden. Ces deux étaient les seuls cuirassés de la Royal Navy construits délibérément depuis la quille, comme des navires blindés à coque en bois, pesant un peu moins de 8000 tonnes. Personne ne semble avoir pensé que cette construction délibérée de type gras était une bonne idée. En effet, les 5 navires de ce type qui avaient été commandés avaient été réduits à 2 par le constructeur en chef, Red, qui était quelque peu mordant et un peu astucieux avec ses livres. Ils étaient néanmoins bien protégés, avec des ceintures de pleine longueur, car en tant que navire en bois, on considérait qu'ils ne pouvaient pas transporter de cloisons blindées. Cela offrait une ceinture de 5,5 pouces sur la batterie principale, 4,5 pouces aux extrémités, plus une tour de contrôle avec 4,5 pouces d'armure, et l'armure principale étant soutenue par près de 32 pouces de chaîne et un autre 1,5 pouces de peau de coque en fer. En raison de la nécessité pour la coque en bois d'avoir un rapport longueur-largeur plus court, malgré le fait d'avoir un tiers, encore plus de puissance que Warwick installé dans leur machinerie, ils étaient un peu plus lents à 13,5 nœuds.
Une autre tentative pour résoudre le problème d'encrassement a été faite. Ils étaient donc recouverts de 4 pouces de chaîne à l'extérieur de l'armure, sur lequel un métal de Muntz, un matériau anti-encrassement expérimental, a été fixé. C'était une autre façon d'essayer de résoudre le problème de la réaction du circuit galvanique en séparant les deux par ce revêtement de chaîne. L'armement initial se composait de 24 fusils à chargement par la bouche de 7 pouces, 10 par bordée, un chasseur de poupe traversant, 2 chasseurs de proue fixes et un autre chasseur de proue traversant un pont plus haut. Cela serait remplacé par un mélange de canons principaux de 7, 8 et 9 pouces en nombre légèrement inférieur plus tard dans la décennie. Ils roulaient généralement de manière complètement terrible. Lord Warden était légèrement supérieur à Lord Clyde, rapidement déployé en Méditerranée où les conditions maritimes étaient généralement plus clémentes. À ce stade, nous venons tout juste d'atteindre 1863 et le premier duo de béliers construit spécifiquement pour entrer en service dans la Royal Navy, Pallas et Bellerophon, propulsés par le tout nouveau moteur composé. Avec un peu moins de 4000 tonnes, Pallas était petit, mais raisonnablement rapide à 13 nœuds. Ces proues étaient, pour des raisons évidentes, beaucoup plus prononcées comme une proue de bélier, et en commun avec les conversions de sloops plus petites. Elle portait une batterie centrale de 4 canons, et au milieu du navire, mais en tant que bélier, elle avait aussi un chasseur de proue et de poupe dès le départ. Et toute la proue était plaquée avec l'armure par défaut de 4 pouces et demi, bien que la vague de proue du dit bélier noyait presque quiconque essayait d'ouvrir le port de canon de chasse de proue, la compréhension imparfaite de l'hydrodynamique qui a contribué à la fabrication d'une proue de bélier à ce stade limitait sa vitesse. Elle avait été prévue pour 14 nœuds. Mais à n'importe quelle vitesse, même après des modifications, elle projetait de grandes gerbes d'eau à l'avant qui semblaient assez impressionnantes, à moins que vous ne deviez opérer à bord d'elle quelque part à l'avant de la cheminée. Elle était néanmoins assez stable et s'est avérée remarquablement rapide pour une petite cuirassée lorsqu'elle fonctionnait à la voile, au moins. Le Bellerophon était beaucoup plus grand, avec un peu plus de 7500 tonnes, incorporant à la fois de l'acier et du fer dans sa structure, avec une ceinture de flottaison de 4,5 pouces à 5 pouces aux extrémités, mais allant jusqu'à 6 pouces au milieu du navire, avec une batterie centrale qui avait une armure de 6 pouces et des cloisons de 5 pouces, soutenant 10 fusils à chargement par la bouche de 9 pouces, avec 5 autres fusils à chargement par la bouche de 7 pouces, agissant comme des chasseurs de proue et de poupe. Comme le Pallas, la proue avait une armure au-dessus de la ligne de flottaison, mais sans batterie centrale. Elle était plus rapide à un peu plus de 14 nœuds, le nouveau système de cadre de coque et l'utilisation de l'acier réduisant le poids total de la coque pour permettre l'utilisation de canons et d'armures plus lourds, mais son éperon initial rendait essentiellement la partie avant du navire un parc aquatique permanent, et donc une petite proue évasée a été installée au-dessus de l'eau, ne s'étendant pas tout à fait aussi loin que l'éperon, mais aidant à garder le navire au sec, en déviant à nouveau l'eau projetée, mais cela signifiait que la quantité d'eau qu'elle projetait verticalement augmentait encore plus au point que le navire commençait à être signalé comme la vague d'étrave de M. Bellerophon est en vue. Repéré, le navire lui-même sous toute cette mousse devrait attendre qu'elle se soit rapprochée à une distance bien plus proche. Un grand gouvernail équilibré signifiait qu'elle avait également l'agilité pour aller avec le but d'éperonner avec la même construction en sandwich de la coque extérieure que le palais. Elle était formidablement protégée, bien que pas aussi bien que si la peau de la coque avait été d'une épaisseur légèrement plus régulière. Et l'armure ainsi faite avait 7 pouces d'épaisseur uniformément, mais c'était plus que suffisant pour faire face à n'importe quel canon disponible au début de sa carrière. Nous arrivons maintenant à 2 des 3 dernières conversions en bois. Ces derniers sont entrés en service à la fin des années 1860 car la priorité était généralement donnée aux navires à coque en fer, là où les matériaux étaient rares. Il s'agissait de Zealous et de Royal Alfred. Le dernier navire, Rapples, entrera en service en 1870 et sera donc couvert ultérieurement. De plus, il y avait un dernier navire plus petit, Pénélope. Ces 3 sont regroupés ensemble car les leçons des navires précédents de leur type ont été appliquées à leur construction, ce qui a donc entraîné quelques différences entre eux et leurs prédécesseurs avant que toute l'idée ne s'éteigne simplement. Les coques en bois des navires de ligne restants étaient plus avancées dans la construction que celles qui avaient été commencées plus tôt. En partie,
Cette méthode a été entreprise afin que le maximum de leçons possible puisse être tiré de la conversion d'un cuirassé en bois, presque à partir des cadres, mais l'une des principales leçons qui avait été apprise était que l'allongement de la coque n'aidait pas réellement. Bien que le navire puisse transporter plus de canons et soit légèrement plus rapide en conséquence, la coque en bois avait tendance à s'affaisser assez mal sous le poids supplémentaire de l'armure et le moment de force supplémentaire que cela exerçait en haute mer avec de grosses houles. Avec Zealous, la coque n'a pas été allongée. On a compris que cela entraînerait une batterie principale plus petite, et donc elle n'a jamais été destinée à un service de premier rang, mais plutôt destinée, dès le départ, à être le navire amiral d'une station étrangère, où le simple fait d'avoir une armure la rendrait le navire suprême à flot. Étant plus courte, une citadelle partielle a été envisagée grâce à la coque renforcée par une ceinture de flottaison de pleine longueur allant de 4,5 pouces au maximum à 2,5 pouces aux extrémités. Le pont principal des canons avait une courte citadelle de 4,5 pouces, abritant 16 fusils à chargement par la bouche de 7 pouces, car ils ont été achevés trop tard pour la débâcle des 110 livres. 4 autres canons ont été installés à l'extérieur de la citadelle, en 2 paires à l'avant et à l'arrière. Elle pouvait atteindre un peu moins de 12 nœuds sous propulsion, résultat de son faible rapport longueur-largeur, bien que cela la rendait également une plateforme de tir assez stable, l'armure étant plus mince que l'armure de 5,5 à 6 pouces que l'on trouve dans les cuirassés contemporains à coque de fer, car on estimait que c'était tout ce que la coque en bois serait capable de porter en toute sécurité sur la zone qui était nécessaire pour lui donner une protection adéquate. Royal Alfred était un peu différent. L'ordre de ne pas allonger la coque est arrivé un peu trop tard pour elle, mais le nouveau style de design de Reed, la nouvelle machinerie plus légère et la détermination à tirer le meilleur parti d'une coque plus grande car son déplacement final était de 6700 tonnes contre zélé à 6100 tonnes signifiait qu'elle serait équipée pour le service de première ligne. Elle avait 4 chasseurs à l'avant et 4 à l'arrière, soit le double de sa demi-sœur, maintenant à la même calibre de 7 pouces, mais la batterie principale ne comptait que 10 canons. 5 par côté, mais avec des fusils à chargement par la bouche de 9 pouces. Un risque majeur a également été pris. L'armure a été augmentée en épaisseur, tandis que le motif était similaire à Zealous dans l'agencement global, à l'exception d'une petite ceinture à chaque extrémité, un pont plus haut pour couvrir les canons de chasse empilés. Ainsi, l'armure de fin était de 4 pouces d'épaisseur, tandis que l'armure de milieu de navire et de la boîte de batterie de canon était de 6 pouces d'épaisseur avec des cloisons de 4,5 pouces fermant le pont de canon. Bien qu'ils soient plus longs et portent plus de poids d'armure que Zealous, ils s'en sont à peine sortis grâce à Reed qui a réduit les poids globaux imposés par d'autres parties du navire, comme les moteurs, juste assez pour réduire la contrainte totale sur sa coque à des tolérances acceptables. Ces moteurs permettaient un peu moins de 12,5 nœuds, grâce à sa plus grande longueur. Malgré son utilisation fréquente sur la station nord-américaine, les contraintes sur sa coque et sa centrale étaient telles que, malgré les efforts de Reed, elle était hors service en 1874. Contrairement à la plupart des cuirassés britanniques, encore présents au début du XXe siècle, elle a été vendue en 1885 pour être démantelée et mise à la ferraille. Penelope était la dernière itération des petits navires blindés que nous avons examinés plus tôt, pesant un peu moins de 4500 tonnes et présentant un design quelque peu unique. Afin de rapprocher autant que possible ces 8 canons à chargement par la bouche de 8 pouces des côtes ennemies, elle a été conçue pour avoir un tirant d'eau très faible, si faible en fait qu'elle n'avait pas assez de hauteur sous l'eau pour une seule hélice, ce qui a entraîné l'introduction pour la première fois sur un navire de guerre britannique de 2 hélices, bien que la nouveauté de ce type de propulsion signifiait également qu'elle se voyait effectivement dotée de 2 poupes, ce qui a aidé son agilité et son hydrodynamique, autant qu'une brique en plein visage. Tout en ayant 2 canons de chasse avant et un arrière, des fusils à chargement par la bouche de 5 pouces, sa batterie principale était, comme ses prédécesseurs immédiats dans le club des petits cuirassés, une batterie centrale avec un tir possible en bout pour un canon par côté et par direction. Elle était également très lourdement blindée pour un navire aussi petit, 6 pouces de blindage au milieu du navire, 5 pouces aux extrémités et 4 pouces et demi sur les cloisons de la batterie centrale, la coque ayant des encoches inclinées pour permettre ce tir plutôt que les sponsons ou les plaques rétractables des navires précédents.
Afin de rendre son tirant d'eau aussi peu profond que possible, sa section transversale était presque carrée, ce qui a donné un bateau très stable, mais qui avait tendance à dériver avec le vent sous voile, car elle avait très peu de résistance latérale dans ce format. Et cela nous amène au dernier navire de cette vidéo, le Her Majesty's Ship Hercules. Alors que le Bellerophon avait apporté 6 pouces de plaque à la ligne de bataille de la Royal Navy, en 1866, les canons avaient augmenté en puissance de feu de manière constante, avec une règle approximative selon laquelle un canon perforant à haute vélocité était introduit avec un calibre d'1 pouce de plus chaque année. Les nouvelles menaces ne venaient pas seulement de France. Alors que la guerre civile américaine avait vu le développement de canons de 11, 15 et même 20 pouces, ces armes étaient relativement à faible vélocité et mal adaptées à percer des plaques d'armure lourdes à une distance supérieure à la plus courte. Cependant, Krupp introduisait maintenant des canons lourds d'une qualité exceptionnelle, et les Russes expérimentaient même une énorme arme tirant des projectiles de 900 livres. Peu après le départ de Bellerophon de Chatham, Hercule a été mis sur cale. Ressemblant à bien des égards à une version agrandie du navire légèrement plus ancien, son bélier avait une forme différente afin de réduire la vague d'étrave, et elle pesait un peu plus de 8500 tonnes. Sa machinerie permettait une vitesse de près de 15 nœuds, mais elle a adopté la disposition de la batterie centrale des navires plus petits, avec 8 nouveaux canons à chargement. Par la bouche de 10 pouces dans la batterie centrale, les sabords alignés permettant un tir avant et arrière de chaque côté pour un canon dans chaque direction par bordée. Un seul chasseur de proue de 9 pouces et un canon correspondant à l'arrière étaient complétés par une paire de canons de 7 pouces à chaque extrémité, un pont plus haut à chaque extrémité. L'armure était superposée, un pont plus haut que la ceinture de flottaison pour protéger les deux ensembles de canons, mais l'armure globale était beaucoup plus épaisse que tout ce qui était venu avant une plaque de 6 pouces. Jusqu'à présent, l'épaisseur maximale de tout, sauf des faces des tourelles, était réservée uniquement pour les extrémités de la ceinture de flottaison. L'épaisseur a augmenté à 8 pouces sur le trajet principal de la coque, près de la machinerie, dans la batterie principale. Et la batterie principale elle-même était protégée par 9 pouces de plaques d'armure avec une cloison de 6 pouces à l'avant et une cloison de 5 pouces à l'arrière. Ces plaques de cloison plus minces étaient autorisées sur la base que le feu de rafale incliné, de par sa nature, aurait un impact à un angle, et donc l'effet global des cloisons blindées serait augmenté, et le feu de rafale de bout en bout devrait d'abord traverser la plaque de 6 pouces qui protégeait les chasseurs de proue ou de poupe, et serait donc beaucoup réduit en vitesse au moment où il atteindrait les cloisons. Elle avait également 2 couches de plaques de coque en fer et du teck entre toutes ces couches, ce qui ajoutait un total de 11,5 pouces de fer et 40 pouces de teck, bien que, comme mentionné précédemment, cette forme de protection en couche n'aurait pas été aussi efficace qu'une seule plaque de la même épaisseur. Mais lors des tests, elle a tout de même réussi à résister au feu d'un fusil de chasse Krupp de 600 livres. Alors que tous les navires que nous avons mentionnés auparavant ont reçu diverses modernisations mineures au cours de leur carrière, généralement y compris l'installation de la direction assistée et de pompes motorisées ainsi que de nouveaux canons, Hercule était l'un des plus anciens navires de la flotte à recevoir ce que l'on pourrait décrire comme une modernisation significative. Les expériences avec Bellerophon avaient montré que l'installation de canons à chargement par la culasse à long canon de l'époque des années 1890 ne fonctionnait pas très bien, et donc sa batterie principale a été largement laissée en place, mais elle a reçu de nouveaux moteurs à triple expansion, et les canons supérieurs ont été remplacés par une grande variété d'armes anti-torpilleurs et anti-navires à tir rapide. Les mâts ont été retirés, les cheminées ont été augmentées en hauteur et inclinées vers l'arrière, et un petit pont a été installé, ce qui lui a donné l'apparence d'un croiseur légèrement étrange jusqu'à ce que vous repériez les anciens canons de 10 pouces dans la batterie centrale. Déguisé sous le pseudonyme discutable de cuirassé de 3e classe, l'idée étant d'avoir quelque chose à apporter si tous les navires modernes parvenaient à se tuer mutuellement dans une guerre. Elle a été conservée jusqu'en 1904 avant d'être transformée en navire dépôt, puis en navire école, et enfin mise à la ferraille, croyez-le ou non, en 1932. Mais en termes de notre progression dans le développement des cuirassés, nous sommes toujours en 1866, mais cette année, tout serait à nouveau remis en question, car il y aurait maintenant un long et vaste débat
entre les mérites des navires à tourelles et des cuirassés à batterie centrale, les deux étant construits en même temps, avec une seule conversion restante de navires de ligne en bois. Et puis bien sûr, vous aviez aussi les ventes contre pas de vente qui se jetaient dans la mêlée. En un peu plus d'une demi-décennie, le monde était passé de navires que Nelson aurait reconnus, à l'exception de la cheminée, à des navires qui étaient pratiquement immunisés contre le feu des anciens navires, puis à des navires qui étaient tout aussi immunisés contre le feu des premiers cuirassés et tout aussi mortels en retour que ces navires l'avaient été pour les navires en bois. Cela donnerait le rythme pour la majeure partie du XIXe siècle, bien que le développement tendrait désormais à venir par à-coups avant de marquer une pause pendant quelques années. Mais tout cela est pour une autre fois et une autre vidéo.